Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Éléonore, directrice du food service pour Carbon Maps et vous êtes dans un webinaire sur le thème Évaluer l'impact des recettes, une double opportunité environnementale et financière pour le food service. Voilà, peut-être un mot sur la jeunesse de ce webinaire. Il y a quelques semaines, on était au Food Tech et puis on s'est aperçu que voilà, un des sujets pour le secteur du food service, c'était que c'est un secteur qui a finalement peu de représentants RSE parce que les groupes sont finalement de taille parfois un peu réduite et que c'est un secteur à faible marge. Et donc, du coup, on trouvait important de faire un webinaire spécialement pour le food service pour les aider à adresser ce sujet de la transition environnementale. Donc, de ce webinaire, l'objectif, c'est, on va avoir évidemment, je vais laisser nos intervenants se présenter dans un premier temps, et puis ensuite, on aura deux parties. L'objectif, c'est de vous expliquer en introduction quelle est la méthodologie de l'analyse de cycle de vie sur laquelle nous, on travaille chez Carbon Maps, et de vous expliquer comment cette analyse de cycle de vie qui permet de calculer l'impact des recettes est un merveilleux outil à la fois de communication, mais aussi de prise de décision pour un sourcing plus durable. Voilà, et puis on laissera bien évidemment 15 minutes à la fin pour les questions, donc notez-les bien. Et puis n'hésitez pas bien sûr à poser aussi des questions dans le chat en direct auxquelles on répondra à la fin. Alors, peut-être un mot sur Carbon Maps. Tout d'abord, Carbon Maps, on est une plateforme de gestion de la performance climatique à destination du secteur alimentaire et notamment, on est spécialisé dans les analyses de cycle de vie en masse automatisées. Donc, à ce jour, on a évalué plus de 250 000 produits alimentaires. Hein. Produits alimentaires, ça peut être tout simplement une recette pour le food service. On travaille également avec des industriels. Donc, ça peut être des produits de grande consommation. Voilà, et puis aujourd'hui, pour vous donner juste un ordre d'idée, on est une vingtaine dans la boîte. Voilà. Alors, avant de vous présenter nos intervenants, je voudrais juste faire un petit sondage pour vous demander, alors vous allez pouvoir répondre hein, dans la partie pause sur la droite de votre écran. La question que je voudrais vous poser aujourd'hui, c'est, à votre avis, quelle est la part de vos intrants alimentaires dans votre impact total? Voilà, vous allez pouvoir sélectionner plusieurs réponses, dans plusieurs ranges. Est-ce qu'on est plutôt voilà, en dessous des 20%? Est-ce qu'on est plutôt entre 20 et 50%? Voilà, je vous laisse répondre. Et puis, pendant ce temps de réponse, moi, je vais vous présenter les intervenants qu'on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui. Un mot simplement, donc on a réuni autour de cette table des acteurs du food service qui ont des typologies assez différentes. Puisqu'on a Florent qui nous vient de Big Mama, qui est donc la restauration commerciale, Juliette, un acteur de cantine digitale, et Alexis, qui vient d'une grosse maison, Elior, donc dans la restauration collective. Donc, je les laisse se présenter pour aussi en profiter pour vous dire un mot sur leur stratégie RSE. Florent, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour ce webinaire. Donc, je m'appelle Florent Lunel, comme Éléonore l'a dit. Je suis directeur Food and Beverage de Big Mama. Food and Beverage, chez nous, ça regroupe la définition des offres, la logistique, les achats et la performance économique du menu. Très rapidement, pour vous présenter Big Mama, aujourd'hui, Big Mama, c'est un groupe de restauration italienne présent dans 5 pays. On a 24 trattoria différentes, un food market à Paris et 9 dark kitchen sous la marque qui s'appelle Napoli Gang. Pour vous présenter notre stratégie impact très rapidement, dès la création de l'entreprise, ça a été très important à l'origine pour nos fondateurs d'avoir une stratégie qu'on appelle notre stratégie impact. On a été le premier groupe d'hospitalité européen à devenir B Corp en 2018. Donc, on a enclenché très tôt, c'était 3 ans après la création du groupe. On a poursuivi cette stratégie en 2023 en devenant société à mission. Dès la création de cette stratégie impact, la mission qu'on s'est donnée, c'est Change People's Lives with Pizza. Ça paraît un peu gadget, un peu gimmick dit comme ça, mais en fait, ça veut dire énormément de choses.
Notre stratégie RSE, elle s'articule autour de 3 axes. Le premier axe, c'est qu'on veut changer la vie de notre staff en promouvant la méritocratie, la diversité, l'inclusion, en leur permettant d'être les entrepreneurs de leur vie professionnelle. On pense qu'on peut avoir un impact extrêmement positif sur notre staff. On veut aussi contribuer à changer la vie de nos clients. On veut leur donner accès à une super vibe dans nos restaurants avec un design incroyable, mais aussi on veut leur donner accès à des produits extrêmement qualitatifs, une cuisine traditionnelle qui va leur permettre de découvrir de nouveaux horizons. Et le dernier aspect, c'est qu'on veut changer la vie de la planète. Enfin, plus modestement, on veut contribuer à changer la vie de la planète en maîtrisant nos émissions, en produisant le moins de déchets possible, en mettant en place le tri. Sur chacun de ces axes, on a mis en place des KPI très précis. Ça prendrait beaucoup de temps de rentrer dans le détail, mais c'est sur ces axes-là qu'on travaille au quotidien pour toujours avoir un impact maîtrisé et minimum. Merci beaucoup, Florent. Et donc, je donne la parole maintenant à Juliette, qui va nous parler de son rôle chez Foodles et puis plus globalement de la stratégie RSE de Foodles. Bonjour à tous, donc je m'appelle Juliette, je suis responsable RSE chez Foodles, donc qui est le pionnier des cantines connectées en entreprise, donc notamment via des frigos connectés, donc qui sont accessibles 24/24, 7 jours sur 7. Foodles aujourd'hui, c'est plus de 400 employés, plus de 500 clients en France, Belgique et aussi à Londres. Et on sert un peu plus de 20 000 repas par jour. Et sur notre stratégie RSE, on est entreprise à mission et certifié B Corp. Donc notre politique RSE découle de notre mission d'entreprise qui est de rendre accessible au plus grand nombre de salariés une offre de restauration d'entreprise innovante, sociale et durable. Donc, ça se décline en 4 grands piliers. Donc, les 2 premiers qui sont plutôt axés environnement et les 2 derniers qui sont plutôt axés social-sociétal. Donc, le premier, défendre un achat raisonné, une alimentation variée et durable. Donc, c'est tout ce qui va toucher à notre partie food, nos achats, etc. Le second, réduire notre impact environnemental, nos déchets. Donc, ça, c'est vraiment tout le reste des process, tout ce qui va être logistique, anti-gaspillage alimentaire, nos déchets. S'engager pour l'emploi durable, la réinsertion. Donc ça va être de proposer des CDI à toute l'entreprise, de travailler avec des ESAT, des EITI pour favoriser l'insertion. Et enfin, valoriser des associations auprès de nos convives et collaborateurs. Donc ça, c'est tout ce qui va être dons alimentaires, sensibilisation interne, journée de solidarité et tout ce qui s'ensuit. Merci beaucoup, Juliette, pour ce petit résumé de votre stratégie RSE. Et finalement, donc, pour conclure, je passe la parole à Alexis, qui va se présenter, ainsi que la stratégie RSE d'Elior. Alors, bonjour à tous, ravi d'être là. Donc, effectivement, Alexis Papon, moi, je suis directeur RSE pour Elior France. Alors, Elior, effectivement, on est dans la restauration collective. C'est un groupe qui sert plus d'1 200 000 repas par jour. On est un de ces leaders-là et à ce titre-là, on a une grande responsabilité. Moi, j'accompagne spécifiquement les sites sur la dimension développement durable et les dimensions sociales et sociétales. Donc aujourd'hui, effectivement, on est signataire du Global Compact, on est aussi noté B au Climate Disclosure Pledge, pardon. Et forcément, nous, notre sujet, il se passe beaucoup dans l'assiette, notamment en matière de carbone. C'est pour ça qu'on promeut donc quatre piliers: des choix bons et sains, des approvisionnements responsables. On a forcément un énorme sujet santé, un modèle circulaire et bien sûr tout ce qui tourne autour du dynamisme social qu'on favorise. Et à ce titre-là, on a quelques engagements sur la prochaine slide, notamment la réduction de nos émissions carbone. C'est un sujet central qu'on va pouvoir évoquer aujourd'hui. Et tout ça s'accompagne aussi de la lutte contre le gaspillage alimentaire qui y contribue aussi. Et on agit aussi sur nos autres enjeux autour de l'assiette, j'ai envie de dire, notamment avec l'électricité renouvelable, mais aussi sur des sujets déchets ou encore réduction de l'usage du plastique. Merci beaucoup, Alexis, pour cette présentation. Alors, on va pouvoir découvrir maintenant les résultats du sondage. Alors, c'est très intéressant comme résultat. Donc,
Donc, la majorité a indiqué que les intrants alimentaires représentent donc entre 20 et 50% de l'impact total de leur entreprise. Et en réalité, si donc on passe à la slide suivante, en fait, en réalité, les intrants alimentaires représentent en fait la majorité, plus de 70% vraiment de votre bilan carbone pour des acteurs dans l'alimentaire. Puisque en fait, on considère qu'en général, le scope 3, c'est plus de 80%, et là, on est vraiment gentil, hein, plus de 80% du bilan carbone. Hein, pour les acteurs en aval, ça peut être, bien sûr, ça peut monter jusqu'à 90, même plus, 95% du bilan carbone. Et au sein du scope 3, les intrants alimentaires représentent eux-mêmes plus de 90%. Donc voilà, quand vous faites le calcul, vous êtes à bien plus de 70% de votre impact total. C'est donc pour ça qu'il est extrêmement important donc, de calculer l'impact de ces intrants alimentaires. Et donc, pour cela, il y a une méthodologie qui est bien connue, qui s'appelle l'analyse de cycle de vie, et sur lequel je vais vous dire un mot. Je vais un peu vous expliquer cette méthodologie avant d'entrer plus avant dans la table ronde. Alors, donc l'analyse de cycle de vie, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est une méthodologie qui est normée hein, par des normes ISO et également par le Product European Footprint et qui permet de mesurer l'impact d'un produit depuis la production agricole jusqu'à sa consommation et sa fin de vie par le consommateur. Et donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle permet finalement de montrer les différences d'impact entre deux recettes. Voilà, vous voyez par exemple, on voit deux yaourts qui sont en apparence complètement semblables. Et en fait, l'un est fait avec du lait en poudre, l'autre avec du lait frais. Et ça nous donne donc des impacts assez différents puisque celui fait avec du lait frais est bien moins émissif que celui fait avec du lait en poudre. L'analyse de cycle de vie permet également de mettre en valeur des différences de pratiques fournisseurs. Là, pareil, on a deux steaks hachés qui sont en apparence complètement semblables, mais l'un est fait avec un bœuf qui a été nourri au soja brésilien, l'autre est issu d'une vache laitière nourrie à l'herbe. Et donc, évidemment, finalement, l'impact est très différent. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est pas parce que le soja voyage depuis le Brésil, mais c'est vraiment ces différences en fait de pratiques d'élevage qui donnent des impacts voilà, très différents. Et donc, ce qui est très intéressant dans l'analyse de cycle de vie, c'est qu'on peut mettre en valeur ces différences-là et donc calculer de manière voilà, assez granulaire l'impact des intrants alimentaires. Alors, maintenant que vous êtes un peu plus, voilà, qu'on on part tous du même niveau sur l'analyse de cycle de vie, ce qui va nous intéresser dans ce webinaire aujourd'hui, c'est d'expliquer comment cette analyse de cycle de vie peut être un outil à la fois de mesure environnementale, mais également de communication. Alors, de communication, et puis bien, dans la deuxième partie, on verra bien sûr comment ça peut être un outil d'aide à la décision pour le sourcing durable. Mais tout d'abord, si on s'intéresse à la communication, donc voilà, je vous ai mis sur cette slide quelques scores qui sont des scores de produits alimentaires, des scores environnementaux de produits alimentaires et qui ont tous été élaborés grâce à la méthode de l'analyse de cycle de vie. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui deux intervenants qui sont représentants de ces deux scores. Hein. Juliette, donc, qui représente le CarboScore de Foodles, et puis Alexis, qui représente le bien bon de Elior. Et puis voilà, il y a aussi d'autres scores qui sont plutôt des scores privés, hein, qui ont été élaborés soit par des organisations tierces, comme par exemple le Low Carbon Certified qui a été fait par l'organisme Cool Food, qui est en fait une émanation du WRI. Mais on a également voilà, des scores issus d'entreprises, donc comme je vous ai mis le score de Picadilly, ou encore voilà, le score de Just Eat Takeaway sur la gauche. Donc, voilà, c'est assez intéressant de voir que même les plateformes et même les agrégateurs commencent à s'intéresser à ces scores.
Alors peut-être, ma première question, ça sera pour Juliette, puisque vous venez d'annoncer la sortie de votre Carboscore et on vous en félicite, bravo hein, pour cette super initiative sur laquelle on a eu la chance de travailler ensemble. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur pourquoi est-ce que vous avez déjà décidé de mettre en place cette initiative et puis comment est-ce que vous avez fait concrètement, quels sont les challenges que vous avez rencontrés? Oui, bien sûr. Déjà, pour commencer, donc Foodles n'échappe pas à la règle, c'est les ingrédients qui représentent la plus grosse part de notre bilan carbone. Et quand on zoome un peu, on voit, sans grande surprise non plus, que ce qui pèse chez nous, c'est les protéines animales. Du coup, on a eu envie, pour pouvoir réduire efficacement ce poste-là, d'avoir des chiffres plus précis sur l'impact de nos ingrédients et donc de nos recettes. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans le calcul du score environnemental, donc avec Carbon Maps. Et en fait, on s'est rendu compte que, en plus de nous aider à identifier les recettes prioritaires à retravailler, c'était un super outil pour communiquer et sensibiliser nos convives sur l'impact de leur alimentation. Alors pour ce qui est de l'affichage, on avait au début en tête d'attendre l'éco-score officiel sur lequel l'ADEME travaille en ce moment. Et en fait, le voyant pas arriver et en ayant déjà toutes les données, on s'est dit que c'était dommage de ne pas afficher un premier score. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce premier score de transition. Donc on a appelé le Carboscore, donc qui est un outil de communication, pour l'instant uniquement focus sur le carbone. Donc on est bien conscient qu'il y a beaucoup d'autres impacts à prendre en compte, notamment l'eau, la biodiversité, etc. Mais pour un souci de simplicité pour le moment, on a décidé de se focus sur le carbone. Mais ce score sera amené à évoluer avec les prochains scores de l'ADEME qui arriveront ou ce qu'on arrivera à calculer nous. Donc on a choisi de l'afficher en 3 niveaux, faible, moyen et élevé. L'idée, c'était de le différencier au maximum du Nutri-Score parce qu'on l'affiche déjà sur nos recettes et on ne voulait pas que ce soit confusant pour le convive final. Donc déjà, la notation de A à E a été exclue. Et ensuite, on sait à peu près que le score de l'ADEME sera un score sur 100. Du coup, on a aussi voulu se différencier de ça pour qu'au moment où on basculera sur le score de l'ADEME, le convive ne soit pas perdu et aurait eu une recette qui, par exemple, avec notre score, aurait été notée 60 sur 100 et avec le score de l'ADEME, aurait été notée 70, alors qu'on n'a pas changé la recette ni le sourcing. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ces 3 niveaux, faible, moyen et élevé. Pour le nom du score, on a demandé l'avis à nos convives parce qu'on voulait que ça leur parle à eux et c'est le Carboscore qui est ressorti. Et enfin, peut-être pour vous parler des bornes, on a décidé de se baser sur l'impact moyen d'un repas en France qui est de 2,2 kg de CO2 par repas pour l'ADEME. Donc pour eux, un repas, c'est 600 grammes. Donc on a simplement basculé ce chiffre-là en kilogrammes de CO2 par kilo. Donc ça nous donne une moyenne et on a construit les bornes autour de cette moyenne-là. Et pour ces bornes, on a dû choisir de placer le curseur entre être objectif sur l'impact et aussi avoir une bonne répartition de nos recettes dans les différentes catégories. Parce que l'idée, c'est avant tout de conseiller le convive. Et donc, si au final, tous nos plats se retrouvent dans moyen, ça ne va pas les aider beaucoup. Du coup, on a fait nos bornes comme ça. Et pour vous donner une idée, aujourd'hui, on a scoré à peu près 400 recettes. Il y en a 27% qui sont classés dans faible, 52 dans moyen et 21 dans élevé. Donc, c'est à peu près bien réparti. Et ça nous donne une bonne vision des recettes classées élevées qu'on doit retravailler en priorité. Génial. Merci beaucoup, Juliette, pour ce témoignage et aussi pour avoir abordé les différents challenges que vous avez rencontrés tout au long de ce chemin. Moi, je retiens effectivement l'importance de finalement véhiculer un score clair au consommateur qui est déjà abreuvé par beaucoup d'informations. Et puis l'importance en fait d'être à la fois, comme tu dis, un outil d'aide à la décision et en même temps de donner des informations d'impact objectives. Donc, je pense que vous avez relevé le challenge haut la main. Donc, vraiment bravo pour cette initiative. Ma prochaine question donc, va être pour Florent. Pardon, pas pour Florent, pour Alexis. Alexis, vous, ce qui est très intéressant, donc vous êtes un des leaders de la restauration collective et à ce titre, vous avez 2 clients, à la fois des organisations, mais aussi des consommateurs. Alors, moi, je voudrais savoir comment est-ce que vous faites pour communiquer avec ces 2 cibles qui sont
assez différentes. Alors, merci beaucoup. Donc, effectivement, on a ces deux clients-là. On a notre client, le décideur que l'on doit convaincre et à qui on doit donner les outils pour piloter ce sujet-là. Et comme le disait Juliette, effectivement, on a forcément le consommateur qu'on doit accompagner dans cette évolution de la manière de consommer. Donc, tout d'abord, effectivement, même si on est un grand groupe, on vit absolument la même chose que peut le vivre Juliette, c'est-à-dire l'empreinte carbone de nos aliments, c'est plus de 75% de notre empreinte carbone. Donc, tout se joue dans l'assiette et ça tombe bien puisqu'on est cuisinier avant tout. Alors nous, d'abord, pour ce qui est de notre client. Donc, notre client, on lui met à disposition une plateforme qui s'appelle Partnero, qui a été développée en interne. Et dans cette plateforme, on lui met à disposition un certain nombre de données pour qu'il puisse, lui, piloter et qu'il sache en toute transparence ce qu'il se passe sur son contrat. Et donc, pour le sujet carbone, on a mis en ligne depuis peu de temps une belle réalisation qui est donc la répartition du poids carbone par famille de produits en live donc pour notre client. Et donc ça repose sur le même principe que vient d'évoquer Juliette, à savoir chaque recette de notre base présente un poids carbone. Et donc, en fonction de ce qui figure au menu, eh bien, on est en capacité de partager cette information-là avec notre client. Donc ça, c'est une première chose. Et effectivement, ça permet notamment d'éveiller notre client, le décideur, sur qu'est-ce qui est question de carbone finalement dans ce qu'on appelle son mix alimentaire, dans son offre alimentaire, et notamment lui montrer que végétaliser l'assiette ou préférer des protéines animales moins carbonées est un réel sujet. Et ensuite, donc, le consommateur, nous, on a fait les mêmes constats que Juliette. On a d'abord attendu un peu en espérant avoir donc ce modèle unique de l'ADEME. Ne venant pas, on avait quand même participé à l'expérimentation sur le Carbon Score depuis 2020. Donc en 2020, on avait déjà développé notre Carbon Score et affecté donc à chacune de nos recettes ce score carbone. Et ensuite, il y a peu, on a fait un virage un peu différent sur la restauration d'entreprise. Donc nous, on ne l'a pas identifié en 3 niveaux, mais en un seul finalement, puisqu'on a développé Bien Bon. On a fait faire une étude et on a constaté que cette vision, au début, on l'avait présentée exactement comme Nutri-Score, en fait. Et effectivement, on a constaté que ce n'était pas forcément la meilleure manière. Déjà parce qu'on a beaucoup de choses à montrer sur les menus, entre les provenances, entre le Nutri-Score, maintenant le Carbon Score, etc. Donc, on voulait un peu éviter cet effet sapin de Noël. Et puis ensuite, ça nous dérangeait aussi d'un point de vue nutritionnel parfois, notamment sur le fromage, d'avoir des mauvais scores et en Nutri-Score et en carbone. On avait peur que le message ne soit pas évident et au travers du Carbon Score tel qu'on l'avait expérimenté à l'époque, on trouvait que ça pouvait parfois, dans certains cas, être infructueux. Et donc finalement, on est parti sur le Bien Bon, qui est littéralement basé sur le Carbon Score. Seulement Bien Bon identifie les plats qui sont A, B, C selon l'échelle originelle de notre Carbon Score. Et par Bien Bon, l'idée, c'est de passer par l'hédonisme. Si je fais ça court, notre croyance, c'est que à midi et demi, midi 45, nos consommateurs finaux, ils ont faim et finalement, à ce moment-là, ils vont avant tout aller vers ce qui leur fait envie, sans forcément tenir compte de cette information. Et en tout cas, pour ce qui est des expérimentations qu'on a menées à ce sujet-là, on observe effectivement une amélioration de la prise lorsqu'on les identifie avec Bien Bon. Alors, tout ça n'est qu'encore qu'expérimental, mais voilà, c'est assez intéressant parce qu'on a pris un autre parti, mais faisant le même constat que côté Foodles, finalement, c'est que tant qu'on nous donne encore l'opportunité de jouer un peu avec la manière de le représenter, on peut aussi être en learning sur ce sujet-là.
Merci beaucoup, Alexis, pour ces explications. Et peut-être juste une observation ou une question complémentaire. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que vous dites que ça améliore, enfin que ce label améliore le taux de prise. Donc, j'imagine que c'est probablement sur des produits qui sont peut-être plus végétariens ou végétaux que les autres recettes. Et donc, finalement, ça améliore le taux de prise sur une catégorie de produits à plus forte marge. Donc, si je relis ça finalement avec le thème de notre webinaire qui est que en fait, évaluer les recettes peut être une double opportunité à la fois sur le plan environnemental et financier. En fait, ce que vous dites là confirme un petit peu cette observation. Alors, en effet, il est clair que nous, le modèle en lequel on croit, c'est une fois qu'on fait ce constat-là que notamment les produits carnés sont plus carbonés, il se trouve que c'est aussi des produits qui coûtent assez cher en règle générale. Et on croit que effectivement le salut de ce nouveau mode de consommation, il passe notamment par le fait de pouvoir accompagner nos consommateurs à s'habituer, par exemple, à consommer un peu moins de viande, et ce qui nous donne l'opportunité, par ailleurs, de réinjecter cela dans des labels, par exemple. Il faut savoir que nos clients sont soumis à la loi Egalim, et forcément, la décarbonation est aussi au service de l'atteinte de ces réglementations. Et ça, c'est très important. Et justement, la pédagogie qu'apporte le Bien Bon ou le Carboscore auprès du consommateur, plus la transparence qu'on a à l'égard de nos clients, ça permet de créer une relation partenariale et de leur faire comprendre la nécessité d'aller sur ces modèles-là. Ok, super. Merci beaucoup, Alexis, pour cette réponse. On va passer maintenant donc, à Florent et Big Mama. Et donc, ce que je trouve assez intéressant, c'est que finalement, on a eu la chance d'avoir autour de la table 3 acteurs très différents. Vous, Big Mama, contrairement à Elior et Poodles, vous êtes un acteur donc, de la restauration commerciale. Vos restaurants sont des lieux conviviaux où les consommateurs se rendent pour passer un bon moment. Et voilà, dans ce contexte, est-ce que vous pensez qu'un jour, les restaurants afficheront l'impact de leurs recettes sur leur menu, un peu à la manière des restaurants finalement au Royaume-Uni, qui sont forcés d'afficher les calories sur leur menu? Merci pour la question. Pour rebondir directement sur les calories, je pense que les calories, en fait, c'est un peu le contre-exemple. C'est-à-dire que nous, on a des feedbacks assez mitigés sur l'affichage des calories. On est obligé de le faire légalement, donc on le fait, bien évidemment. Mais on se sent un peu contraint entre certains clients qui ne veulent pas le voir, mais on est obligé, et de l'autre côté, des objectifs de santé publique. Donc, ça paraît assez peu encourageant partant de là. Mais en fait, néanmoins, je pense que l'affichage de l'impact écologique des recettes, c'est complètement quelque chose qui va se développer et qui va être de plus en plus mis en place. Peut-être pas via une obligation légale, mais plutôt via une démarche proactive de certains restaurateurs. Je pense ça pour 2 raisons principales. La première raison, c'est que tout ce qui est attrait à la chaîne d'approvisionnement, mettre en avant ses producteurs, mettre en avant ses produits, c'est quelque chose qui s'est développé très fortement dans la restauration depuis 10 ans. Nous, chez Big Mama, on le fait depuis très longtemps. Je crois pouvoir dire qu'on a été assez précurseurs. On n'a pas été les seuls, évidemment, mais c'est quelque chose qu'on a fait très tôt. Ça a été un garant de la qualité de nos produits pour nos clients. Ça a aussi été le garant de notre rapport qualité-prix. Mais aujourd'hui, c'est devenu mainstream. Tout le monde ne le fait pas, mais on va dire que beaucoup d'acteurs le font, et c'est d'ailleurs très bien. On a collectivement enclenché un mouvement et c'est extrêmement positif. Mais si on veut se différencier, si on veut faire l'étape de plus, si on veut aller encore plus loin, si on veut continuer à se démarquer vis-à-vis de nos clients, je crois qu'il va falloir trouver des biais de communication, et l'impact écologique des recettes, je crois que c'est quelque chose de très intéressant, à la fois pour nous en tant que groupe, parce que ça va nous permettre de servir nos objectifs, mais à la fois pour nos clients, parce que ça va leur donner le choix. Comme les intervenants précédents le disaient, ça va leur donner le choix de faire des choix écologiquement impactants ou non, d'ailleurs. Ça va leur donner la possibilité de choisir. Le deuxième aspect qui me pousse à croire que ça va se développer, c'est que c'est le développement des menus digitaux. On a tous, en tant que restaurateurs, été contraints, après le Covid, de mettre en place des menus digitaux.
la plupart d'entre nous, certains d'entre nous en tout cas, on a continué pour beaucoup de raisons, soit parce que c'est plus pratique, soit parce que c'est plus écologique, soit parce que c'est plus économique. Mais au-delà de ça, je pense que c'est une opportunité pour nous restaurateurs. En fait, le menu, c'est le seul support de communication que 100% de nos clients vont voir. En tout cas, nous, chez Big Mama, on y croit énormément. Et donc, on essaye de passer du menu digital, donc tout simplement un QR code que vous flashez et vous avez votre menu, à un menu interactif. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on veut mettre en avant du contenu qui va contribuer à l'expérience de nos clients. On va mettre en avant des vidéos de nos producteurs, on va donner des détails sur notre manière de sourcer, on va donner des choix ou de l'aide pour le choix des vins. Il y a tout un panel d'outils qui sont à notre disposition pour passer du menu digital au menu interactif et contribuer à enrichir l'expérience de nos clients. Et dans ce contexte-là, je pense qu'introduire dans les menus interactifs du contenu sur l'impact de chaque recette, sur l'impact de chaque ingrédient que nos clients vont choisir, ça ne peut que être enrichissant. On va continuer à parler de nos producteurs, bien sûr, mais parler de l'impact carbone en plus, pas avec un chiffre un peu froid comme pour les calories, mais avec quelque chose de plus ludique, de plus parlant, qui va très vite être interprété par nos clients, un peu comme les scores dont on a parlé précédemment. Moi, je suis persuadé, et chez Big Mama, on y croit, que c'est quelque chose qui va se développer. Merci beaucoup, Florent, pour cette vision. C'est vrai que c'est très intéressant d'entendre l'avis d'un restaurateur, puisque pour le moment, dans le monde de la restauration, on voit beaucoup effectivement, les labels se développent, mais plutôt au niveau vraiment du restaurant. On parle des labels comme Écotable, etc. C'est un de ceux que j'ai en tête. Mais pour l'instant, il y a finalement assez peu de restaurateurs qui ont fait le choix d'apposer un label à la recette. Donc voilà, c'est très intéressant de voir que tu as un groupe comme Big Mama qui a une très très grosse empreinte et puis partout en Europe est intéressé par ce genre de démarche. Alors, pour continuer, donc je vois que le temps avance, on va continuer sur la deuxième partie. Donc, dans cette première partie, on a essayé de voir en quoi l'analyse de cycle de vie pouvait être un outil de communication et qui pouvait avoir donc un outil de communication environnementale avec des retombées financières. Et là, on va s'intéresser plutôt à l'aspect sourcing durable, donc expliquer en quoi, ou en tout cas comprendre en quoi l'ACV peut être un outil d'aide à la décision pour un sourcing plus durable. Alors, Florent, moi, je vais rester avec vous. Et puis, alors ma question, c'est, donc on travaille, petit disclaimer, donc on travaille avec Big Mama et notamment, vous avez missionné Carbon Map pour réaliser la CV de toute votre mercuriale de produits. Hein, donc, on est en train de calculer voilà, le poids, par exemple, d'une mozzarella, le poids carbone d'une mozzarella chez Big Mama. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, pour ce projet, on travaille spécifiquement avec votre équipe achat. Et donc, je voudrais que vous expliquiez à l'audience en quoi la mesure de l'impact de vos recettes et finalement de votre mercurial sert votre stratégie de sourcing durable. Pour faire une petite introduction à ma réponse, comme je vous l'ai dit en introduction, nous, chez Big Mama, on attache beaucoup d'importance à avoir une politique, être une entreprise engagée. C'est important pour nos fondateurs, c'est important pour nos clients et c'est important pour notre staff. Et donc, dans ce cadre-là, on veut toujours aller plus loin, faire l'étape de plus, le pas de plus. Ça s'est vu sur notre score B Corp, on a été recertifié récemment, on est passé de 80,1 points à 96,5 points, donc ça montre qu'on engage énormément d'efforts. Mais là où on a des limites, c'est sur notre stratégie d'émissions, sur les émissions. Globalement, on n'a pas fait grand-chose, pour être tout à fait honnête, jusqu'à maintenant. On a fait un bilan carbone, notre premier bilan carbone en 2019, mais on n'a pas particulièrement agi en l'utilisant. Donc, pour cette raison-là, nous, on veut aller plus loin, on veut creuser et faire l'ACV de notre mercurial. Ça va nous aider à faire ça. Je rentrerai un peu plus dans le détail. Le deuxième aspect, c'est que économiquement, on a aussi un intérêt à le faire et je pense que ça rejoint beaucoup le thème du webinaire. C'est que pour nous, l'intérêt financier et l'intérêt RSE, si vous voulez, de la démarche se rejoignent. On a très récemment revu notre structure de capital et en revoyant notre structure de capital,
on a complètement remis à plat notre structure de dette. Et aujourd'hui, 100% des acteurs qui nous ont prêté de l'argent ont inclus un covenant lié aux émissions dans le deal de dette. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que plus on va être proactif, plus on va agir et plus on va avoir des résultats sur la baisse de nos émissions, moins on va payer un taux d'intérêt élevé. C'est un peu terre à terre, j'en suis désolé, mais ça montre bien que, et c'est très positif là encore, que la démarche que nous avons engagée et la démarche financière sont alignées. Donc, en 2024, ce qu'on a choisi de faire, comme l'a dit Éléonore, c'est de travailler avec Carbon Maps, déjà pour mettre à jour notre bilan carbone et réaliser la CV de notre Mercurial. Ce qu'on va faire en parallèle, c'est qu'on va revoir en profondeur notre questionnaire maturité fournisseur. On en a déjà un aujourd'hui, mais nous, on travaille avec des petits producteurs en Italie, un peu loin. Concrètement, on n'avait pas un taux de réponse extrêmement satisfaisant et donc on avait du mal à activer des actions très précises avec ce questionnaire. Donc, on va le retravailler pour poser des questions simples, pour avoir un maximum de réponses et pour mettre en place un scoring de maturité fournisseur. Ça va nous permettre de mieux choisir, de mieux orienter notre politique d'achat, notre politique de sourcing en utilisant un indicateur qui est facile à lire. Donc, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'on a choisi avec Carbon Maps de axer nos efforts sur une filière en particulier, qui sont les produits de crèmerie. Nous aussi, les intrants alimentaires, c'est 75% de notre bilan carbone et la crèmerie, c'est 30% de ces 75%. Donc, si vous faites le calcul, ça veut dire que 25% de nos émissions au total sont liées à la filière crèmerie. Donc, ce qu'on a choisi de faire, c'est de mettre un questionnaire technique sur la filière et de faire un calcul plus précis des facteurs d'émission en faisant des ACV spécifiques sur nos différents produits. En faisant ça, ça va nous donner des clés pour travailler sur notre bilan carbone, pour réduire nos émissions carbone, faire des choix éclairés, faire des choix plutôt quantitatifs avec les indicateurs qu'on aura mis en place, plutôt que des choix intuitifs ou qualitatifs comme on le faisait précédemment. Merci beaucoup, Florent, pour ces explications. C'est des sujets qui sont pas forcément évidents de faire, de bien comprendre quelle est la différence entre un questionnaire finalement de maturité fournisseur avec des questions plutôt qualitatives et un questionnaire technique filière qui va plutôt porter sur les pratiques agricoles et d'élevage de vos fournisseurs pour derrière ensuite recalculer des facteurs d'émission spécifiques. Alors, peut-être pour appuyer votre propos et vraiment bien l'expliquer à notre audience, j'ai une slide qui est juste d'après, voilà, celle-ci. Voilà, pour bien expliquer en fait ce qu'on fait notamment avec Big Mama, mais avec d'autres. Une mesure d'impact, c'est toujours une donnée physique multipliée par donc un facteur d'émission. Ce facteur d'émission peut être plus ou moins précis. En général, ce qu'on commence par faire avec nos clients, c'est de faire des analyses de cycle de vie qui utilisent des facteurs d'émission à l'échelle nationale. Donc, en France, on a la chance d'avoir Agribalis, qui est une base de facteurs d'émission à l'échelle nationale. On a par exemple le facteur d'émission du lait en France. Mais le problème de cette base d'émission, c'est qu'elle ne permet pas justement d'aller faire des différences entre deux fournisseurs en France de lait qui auraient des pratiques agricoles ou des pratiques d'élevage différentes. Et donc, dans ce cas-là, on passe sur des ACV spécifiques. Voilà, l'objectif, j'ai bien mis que c'est du sourcing durable. Et dans ce cas-là, on va recalculer des facteurs d'émission spécifiques aux producteurs en allant les interroger avec des questions très concrètes. C'est ce qu'on est en train de faire, donc, comme l'a expliqué Florent, avec Big Mama sur toute la filière crèmerie, puisque c'est la plus impactante. Donc, voilà, c'est une approche finalement en deux temps. Dans un premier temps, on va prendre finalement l'image, on va prendre une photographie globale, et puis ensuite, on va aller creuser sur les filières qui sont les plus impactantes en calculant des facteurs d'émission plus spécifiques. Alors, je vois que l'heure avance. Je vais donner la parole maintenant à Juliette et Alexis. Sur la slide précédente, on a finalement un graphique qui est issu de on a créé un observatoire des stratégies climat pour le secteur alimentaire et une partie une de nos questions, c'était finalement sur quelle était la priorité pour ces prochaines années.
à la fois voilà, pour les acteurs du food service. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que les acteurs du food service ont répondu que l'éco-conception des recettes était la priorité dans les années passées, mais que dans le futur, vraiment, ils allaient se concentrer à fond sur le sourcing durable. Est-ce que Juliette, Alexis, vous confirmez ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est aligné avec vos politiques internes? Alors, je peux prendre la main. Effectivement, nous, on répond à des cahiers des charges, donc on a deux choses. On a l'amont et l'aval. On a déjà convaincre nos clients enfin, plutôt les éduquer sur ces questions-là pour qu'effectivement, ils nous rédigent des cahiers des charges qui prennent en compte ces éléments-là. Donc, que ce soit sur les signes de qualité, mais aussi sur la prise en compte du carbone et nous challenger sur la réduction de l'empreinte carbone qu'on peut avoir chez eux. Mais lorsque, avec le client, on s'entend bien sur les leviers, les moyens de réduire l'empreinte carbone, donc le gaspillage alimentaire, on l'a dit, la végétalisation de l'assiette, etc. Il est aussi question, de fait, d'aller voir ce qui se passe chez nos fournisseurs et d'accompagner les filières à se transformer. Et c'est effectivement l'étape qu'on doit mener maintenant, parce qu'aujourd'hui, on est effectivement, donc merci pour le rappel, on est sur des valeurs génériques. Et le souci de ces valeurs génériques, c'est que, de fait, elles ne me permettent pas de préférer un fournisseur par rapport à un autre s'ils font strictement le même produit. Parce que, du coup, cette différence-là ne va pas se retrouver dans la valeur carbone. Et ça, puisqu'on parlait notamment de l'élevage, de la filière bœuf, c'est bien sûr un vrai sujet. C'est pour ça que dans les prochains mois, on va et on doit s'attacher à descendre au réel de poids carbone de chaque produit, de chacune de nos références. Et vous imaginez bien, par les volumes de repas qu'on fait, le nombre de références et de fournisseurs qu'on a. Donc, c'est un gros travail, mais qui est essentiel pour justement pouvoir promouvoir un certain nombre de filières, un certain nombre de pratiques agricoles ou d'élevage qui seraient plus vertueuses en matière de carbone, mais pas que. Il y a aussi, bien sûr, tous les autres sujets qu'on adresse aussi, socio-économiques, etc. Et merci beaucoup, Alexis, pour cette réponse détaillée. Je crois qu'on va devoir repasser directement donc, à la réponse également de Juliette et pour garder un peu de temps pour les Q&A. Peut-être en 2 mots pour compléter ce qu'a dit Alexis. Donc chez Foodles aussi, c'est un sujet, le sourcing durable, et notamment de par notre mission, on ne s'intéresse pas seulement aux sujets environnementaux, mais comme l'a dit Alexis, aussi aux sujets sociaux, sociétaux. Donc nous, on est en train de pas mal mettre l'accent sur les filières françaises qu'on souhaite mettre en avant, donc sur la volaille, le bœuf, le porc, le lait, les yaourts, etc. Et avant même de parler d'Egalim, on souhaite que notre carte soit la moins émettrice possible et la moins impactante possible sur tous ces sujets-là. Donc, peut-être pour vous donner un petit exemple, on a un labo qui produit pour nos frigos, qui se situe sur une commune qui s'appelle Ancenis. Donc, c'est dans l'ouest de la France, et il se fournit en volaille sur la commune qui s'appelle Ancenis aussi. Donc, c'est sur la même commune, et le fait que ce soit juste à côté, ça nous permet de réduire les frais de transport et ainsi se payer du poulet qui est labellisé HVE. Donc, en petites actions comme ça, on avance sur le sourcing durable. On a vraiment à cœur de trouver le bon équilibre entre le bon et le accessible, parce qu'il ne faut pas non plus que, on reste de la restauration d'entreprise, il ne faut pas que nos plats soient inaccessibles pour les convives. Donc, toute la question du financement de la transition agricole, pour nous, doit passer par tous les acteurs. Tout le monde peut mettre la main à la pâte à son échelle. Par exemple, chez Foodles, on a financé il y a 2 ans des projets agricoles dans les monts du Lyonnais, donc sur des fermes laitières, via des crédits carbone qui avaient pour vocation à aider les éleveurs à tester de nouvelles choses pour améliorer le pilotage de leur ferme, donc l'augmentation de la part pâturée, des tests de rotation de culture et aussi des sujets de bien-être animal. Mais le sujet de la transition doit se faire via le financement aussi. Donc il faut garder ça en tête, notamment dans les achats de labels, etc., qui ne sont pas toujours évidents si on veut garder des prix accessibles. Oui, je trouve que effectivement, ce point sur le financement de la transition est également hyper intéressant, Juliette. Il y a évidemment toute une partie qui consiste à faire des choix de sourcing plus durables,
mais derrière, on ne peut pas indéfiniment simplement switcher de fournisseur si les pratiques ne nous conviennent pas. Il faut évidemment accompagner les fournisseurs, les producteurs dans la mise en place de pratiques plus durables. Je sais que Elior s'attaque aussi au sujet. Donc voilà, on va dans la bonne direction. On va passer, je pense, aux questions. Alors, on a eu un certain nombre de questions intéressantes, très intéressantes dans le chat. Et je vous remercie pour toutes ces questions. Alors, je vais les prendre un peu dans l'ordre, hein. Donc, il y a une première question de la part de Anna qui pose la question, effectivement. Voilà, merci beaucoup. On a reprojeté la question à l'écran. Ça porte notamment sur comment faire comment prendre en compte les pratiques agricoles et d'élevage avec des bases de données du type Agribalise. Alors, c'est peut-être une question à laquelle on a répondu via la slide qu'on a projetée précédemment. En fait, effectivement, avec des bases de données nationales, on ne peut pas prendre en compte les pratiques agricoles de vos fournisseurs ou de vos producteurs. C'est pas possible puisque, par définition, c'est des facteurs moyennés sur le territoire national. En revanche, dans ce cas-là, on peut aller récolter des informations supplémentaires auprès de vos fournisseurs, donc soit en leur envoyant des questionnaires, soit même finalement en s'appuyant sur les labels qu'ils vous ont communiqués. Rien qu'à partir de ces labels, on est capable d'aller ajuster, d'aller un peu affiner le facteur d'émission. Donc, c'est un travail un peu plus fastidieux et donc qui arrive en général dans un deuxième temps et sur des filières spécifiques. Donc, dans le cas, par exemple, de Bimama, sur la filière crèmerie. J'espère que ça répond à la question. Alors, voilà, merci pour cette deuxième question. Donc là, c'est une question qui s'adresse spécifiquement à Foodles. Juliette, peut-être que je te laisse répondre à cette question. Je ne sais pas si vous avez, par contre, assez de recul à ce stade, mais voilà, je te laisse la main. Merci beaucoup pour cette question. Et non, effectivement, notre CarboScore sera live sur nos recettes à partir de début juin. Donc, on a les résultats en interne pour l'instant, mais on ne les a pas encore apposés sur toutes nos recettes. Le dev n'est pas encore finalisé, mais on compte bien le prendre en compte dans nos analyses de menus pour sûr. Et je continue du coup, chez Foodles, combien de références mercuriales ont été analysées en ACV et quelle a été la durée des ACV? Alors, aujourd'hui, on a évalué 390 recettes en ACV. On a commencé début décembre. Et en fait, on les analyse au fil de l'eau. Donc, on a des cartes. On a une carte printemps-été, une carte automne, une carte hiver. Donc, on a analysé pour l'instant la carte automne de l'année dernière, hiver de cette année. Et là, on est en train de faire printemps-été qui arrive. Et en fait, nos recettes sortent toutes les 2 semaines. Donc, on analyse les recettes toutes les 2 semaines. Du coup, la durée des ACV est assez réduite. Maintenant, on va passer à une question pour Big Mama. Puis c'est assez intéressant parce que je sais que vous avez un resto 100% végétarien à Paris. Florent, je te laisse la main. Merci beaucoup. Merci pour cette question. Et oui, Éléonore, tu as déjà un peu spoilé ma réponse. On ne sent pas que le mot végétarien est un frein. Pour être tout à fait sincère, on ne sent pas non plus que ça déclenche un engouement particulier. Concrètement, comment on a mesuré ça? Quand on s'est mis l'indicateur d'avoir 65% de recettes végétariennes minimum à notre menu dans l'ensemble de nos restaurants, on n'a pas constaté de baisse du taux de prise, on n'a pas constaté de baisse du ticket moyen, mais on n'a pas constaté de hausse non plus. Donc concrètement, on n'a pas vu d'effet ni positif ni négatif, mais en soi, c'est déjà un peu une victoire parce qu'on avait un peu peur d'un effet négatif potentiel. Là où on peut être un petit peu plus positif, c'est qu'on a effectivement un restaurant 100% végétarien qui s'appelle Big Love Café, dans le 3e arrondissement à Paris. Ce restaurant, il était en perte de vitesse et donc on a voulu mettre en place un changement un peu radical dans l'offre pour le redynamiser. Le changement qu'on a choisi, c'est de le rendre végétarien. Et pour le coup, là, on a eu une démonstration de l'effet positif quasiment immédiat de ce changement et on a relancé
très, très concrètement, on a relancé ce restaurant qui était un peu, qui battait un peu de l'aile. Maintenant, tout se passe très bien. On est très satisfait d'avoir pris cette décision. Donc, on va dire que de manière globale, pas trop. Un peu en tendance sur Big Love Café, oui. Et on espère devenir meilleur. Je pense que ça passe aussi par la direction artistique, par la R&D qu'on va mettre en place. Peut-être que si on n'a pas vu d'effet positif, c'est qu'on n'est pas encore assez bon dans les recettes qu'on propose. Et on y travaille énormément. Encore une question pour Big Mama. Pour Big Mama, pensez-vous communiquer vos résultats, notamment sur la crèmerie à vos clients? Oui, complètement. Tout à l'heure, on parlait de potentiellement afficher l'impact carbone de nos recettes, mais plus concrètement, nous, on est très partisans de communiquer sur ce qu'on fait. Un, parce qu'on en est très content et très fier, très sincèrement, et aussi parce qu'on pense que ça intéresse nos clients. Et donc, pour ça, on publie un rapport d'impact tous les ans. Maintenant qu'on est devenu société à mission, c'est une obligation légale, mais on le faisait avant. Donc, on publie un rapport d'impact qui est une espèce de synthèse de toutes les actions qu'on a entreprises au cours de l'année pour minimiser, améliorer notre impact, que ce soit sur la planète, sur notre staff ou sur la qualité qu'on propose à nos clients. Les 3 axes dont je vous ai parlé au début, on communique énormément. Donc, quand on aura des résultats sur la crèmerie, c'est complètement quelque chose qu'on mettra en avant dans le rapport d'impact. J'espère qu'on le fera dans le rapport d'impact 2024 qu'on publiera début 2025. Merci Florent pour cette réponse. Une question pour Elior. Alors, je vais la poser à l'oral. Donc, moi, ce qui m'a interpellée, c'est que les discussions montrent qu'il est indispensable d'intégrer les métiers pour atteindre les objectifs de réduction. On a parlé en fait finalement du marketing, on a parlé des achats. Et dans un groupe comme Elior qui a énormément, voilà, vous avez des milliers et des milliers d'employés, comment est-ce qu'on fait pour intégrer ces métiers aux discussions RSE pour voilà, les motiver à atteindre les objectifs? Alors effectivement, déjà, c'est leur expliquer pourquoi tout ça est important, et ça, en général, ils savent l'entendre. Et ensuite, c'est surtout les accompagner. On a beaucoup de chefs, notamment, qui ont passé la cinquantaine. Ce n'est pas forcément des chefs qui ont appris à cuisiner le végétal lors de leur formation. Donc, on a beaucoup de choses qui sont mises en œuvre en termes d'appropriation de ces enjeux et de formation de nos équipes pour qu'elles puissent transmettre justement le goût d'un végétarien et du végétal qui soit apprécié, qui soit bien réalisé, pour qu'on mette le plus de chances de notre côté pour que justement il y ait un taux de prise intéressant et qu'on puisse se satisfaire de tout ça. Parce qu'effectivement, une fois qu'on fait le constat que la protéine animale, c'est plus carboné que le reste, il ne suffit pas juste, entre guillemets, de faire du végétarien pour répondre à notre question. Si on retrouve ces plats-là dans la poubelle, on n'a pas gagné. Donc l'idée, c'est bel et bien de faire des plats qui plaisent. Et en l'occurrence, ça nous a aussi amené à retravailler notre philosophie culinaire, notamment en travaillant beaucoup plus les produits sous leur forme brute, notamment en restauration d'entreprise, où on travaille beaucoup les fruits et légumes sous leur forme la plus brute possible, où on identifie clairement le légume qu'on a dans l'assiette, la carotte entière, et non plus coupée en rondelles comme on l'a trop souvent fait. Et tout ça, c'est autant d'éléments qui permettent au chef de comprendre la philosophie culinaire, de l'adresser, et finalement, c'est lui qui est en contact avec notre consommateur. Donc, c'est lui le meilleur ambassadeur pour porter ce type de sujet-là. Merci beaucoup, Alexis, pour cette réponse. Une dernière question pour conclure. Elle s'adresse à Foodles, mais je pense que c'est une question finalement qui est assez intéressante. Hein, si d'autres intervenants veulent aussi y répondre. En fait, c'est finalement de ce que je comprends de cette question, c'est aussi comment est-ce qu'on fait un trade-off entre les différents piliers du RSE et comment on intègre les critères de décision peut-être sociaux dans les choix de sourcing. Juliette. Eh ben, je dirais qu'idéalement, on essaye de trouver des fournisseurs qui cochent ces 2 cases-là. Et si ce n'est pas le cas, je dirais que ça dépend des ingrédients. Par exemple, si on prend le cas du chocolat, on sait qu'on ne va pas en trouver du français, en tout cas pas du français métropolitain. Du coup, on va aller plutôt se baser sur des labels.
donc type commerce équitable, Rainforest Alliance, des choses comme ça. Alors que sur des filières qui existent en France, typiquement le porc, la volaille, le bœuf, on va essayer de trouver des fournisseurs qui cochent les 2 cases, parce qu'ils existent. Mais en tout cas, oui, quand ils n'existent pas en France, on va essayer de se baser sur d'autres critères en priorité. Merci beaucoup, Juliette, du coup, pour cette réponse. Effectivement, c'est hyper important. Enfin, il n'y a pas de règles uniques, hein. Il faut effectivement faire des choix par filière. Je pense que c'était important de le repréciser. Notre webinaire touche à sa fin, malheureusement. Donc, on va devoir s'arrêter là. Peut-être une précision, puisqu'on va, en fait, on a prévu un webinaire qui sera un peu dans le prolongement de celui-ci, qui sera dédié à l'EcoScore. Et voilà, on est très en lien avec à la fois les acteurs scientifiques et politiques sur l'EcoScore. Donc, on va faire un webinaire pour faire un update sur le statut de l'EcoScore. Voilà, donc dans le prolongement de ce webinaire. Encore merci à tous de vous être rendus disponibles. Un grand merci à nos intervenants et puis à vous tous de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a intéressé et puis n'hésitez pas voilà, à nous contacter pour avoir le lien du replay pour avoir des réponses à vos questions qui n'auraient pas été répondues pendant ce webinaire. Une bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir.